Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le magazine Capital consacre un dossier spécial hors série à l'aviation et à la conquête spatiale au moment où s'ouvre le 49e salon du Bourget. Et Franck Ferrand en profite pour évoquer l'époque des pionniers. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, les merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Je vous propose d'écouter quelques mesures de la bande originale. Ces merveilleux fous volants dans la grande machine, ils s'en vont tout là-haut pour nous faire une pique. Ils séduisent toutes les femmes, leur donnent la chair de poule par les acrobaties de leur vieille cage à poules. Alors ce que j'aimerais vous faire réaliser cet après-midi, c'est l'incroyable audace de ces aventuriers qui, les tout premiers, ont osé s'embarquer sur des aéroplanes. Et vous avez invité un spécialiste d'histoire militaire. Oui, Patrick Dugméline, avec lequel nous allons revenir sur ces aviateurs qu'on a appelés les As de la Grande Guerre, Guynemer bien sûr, mais aussi René Fonck et Manfred von Richthofen de l'autre côté. Surnommé le Baron Rouge. Oui, Richthofen, c'était le Baron Rouge. Alors, accrochez vos ceintures, nous pouvons décoller. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. L'idée de faire voler un objet plus lourd que l'air est venue très tard. Après tout, comme le dit le général Robineau, qui a été jadis mon patron, je le cite, « Si l'on veut bien y réfléchir, qu'est-ce donc qui empêchait les Égyptiens, voilà 40 siècles, d'inventer le deltaplane ou le parapente ? Ils avaient le coton, ils pouvaient en tisser des toiles et en tresser des suspentes, ils avaient même des collines exceptionnelles pour s'élancer. Il leur manquait l'idée que la chose fût possible. » C'est cette idée-là qui compte. Or, cette idée, il est vrai qu'elle a germé tard et comme souvent dans l'esprit de plusieurs pionniers en même temps. Alors bien sûr, Léonard de Vinci, entre autres, avait imaginé dès le XVIe siècle de bien curieuses machines volantes, mais il aura fallu attendre l'invention du moteur à vapeur et la découverte des lois régissant la gravitation pour que ce genre de rêve acquiert une réalité. Tout ça se passe à partir des années 1850 pour éclore vraiment aux alentours de 1900. Le mot même d'aviation, du latin avis, avis l'oiseau et actio l'action, ce mot est utilisé pour la première fois par un certain Gabriel de la Landelle, c'était en 1863. Le premier aviateur de tous les temps, et j'insiste, était un Français né à Muret, c'est en Haute-Garonne, en 1841, il s'appelait Clément Ader. C'est un homme qui a toujours été habité par une idée fixe dès son plus jeune âge. Il a été hanté par cette idée de voler. On dit qu'il passait des heures et des heures à observer enfant le vol des oiseaux et des insectes et qu'il capturait des hannetons dans l'atelier de menuiserie de son père et leur collait du papier gommé sur les ailes pour essayer d'observer le mouvement de ces ailes et de saisir ainsi le secret du vol. Bien d'autres lui emboîteront le pas. On est au cœur de cette belle époque, vous savez, qui voit rayonner Paris comme la ville lumière et toute l'Europe communier dans une religion nouvelle, celle de la science et du progrès technique. Tout paraît possible à ce moment-là, un petit peu comme dans l'Asie d'aujourd'hui, l'électricité, le cinéma, l'automobile, tout ça transforme la vie des gens. C'est une époque où l'on voit grand, les armatures métalliques poussent loin l'ambition des architectes, la Tour Eiffel, le Grand Palais, ce sont les réalisations d'une société qui a confiance en elle et naturellement, le héros de cette nouvelle société, celui qui incarne les valeurs du moment, c'est le tout-puissant ingénieur. Et quand je dis l'ingénieur, au premier rang de tous, je devrais placer l'ingénieur en aéronautique. Alors, dans le numéro hors série de Capital, qui est en kiosque en juillet et en août, c'est Robert Puyal qui nous parle des Farman, Blériot, Voisin, etc., qui rivalisent, nous dit-il, d'ingéniosité pour surpasser les frères Wright. J'en ai pas parlé des frères Wright parce que je voulais surtout cité Clément Ader tout à l'heure, mais il est vrai que des deux côtés de l'Atlantique, on se dispute la paternité de l'invention de l'avion. Quant à Santos Dumont, ajoute Robert Puyal, il met au point un aéroplane accessible aux amateurs, la Demoiselle, dont il cède les plans gratuitement.
Il ajoute « Si l'avion est alors d'un usage trop aléatoire pour les tâches sérieuses, les tâches sérieuses, c'est l'observation, le bombardement, le transport de courrier, a fortiori le transport de personnes. Il existe pourtant des mécènes pour financer ces progrès. En juillet 1909, Louis Blériot traverse la Manche parce qu'un prix offert par le Daily Mail l'attend sur l'autre rive. Il reçoit aussi 100 commandes pour son Blériot 11. La semaine de l'aviation de Reims, un mois plus tard, marque un tournant décisif. Le meeting, qui est aussi un concours, est doté de 200 000 francs de prix. 200 000 francs à l'époque, ça fait beaucoup d'argent. Pour la première fois, l'idée se fait jour de transformer l'engouement pour l'aviation en business. La réunion dure une semaine avec banderoles, tribunes et stands de rafraîchissement. Alors que Blériot, Farman et Védrine se disputaient jusque-là le ruban bleu en frôlant les 70 km/h, c'est l'Américain Glenn Curtis qui remporte la Coupe Gordon Bennett à Reims. Il atteint 75 km/h. La vitesse devient un élément essentiel du rêve aéronautique. Néanmoins, c'est bien avec la Première Guerre mondiale, c'est bien à partir de 1914 et plutôt même de 1915 que l'avion va devenir une chose extrêmement importante. Alors, en 1914, les aéroplanes ne volent pas depuis longtemps, vous l'avez bien compris. C'est une chose tout à fait nouvelle et la plupart des grands pontes de l'état-major ne croient pas aux avions comme arme de guerre. « Oh, c'est bien joli tout ça », a dit Joffre en visitant un terrain d'aviation, mais ça ne marchera jamais. Ce qui a fait changer le point de vue des stratèges à propos des avions, c'est la bataille de la Marne. En effet, je vous rappelle que ce sont des observations aériennes qui ont d'abord permis à Gallieni de comprendre le changement de plan des Allemands et de reprendre assez vite l'avantage. Autant dire qu'au pire moment de l'offensive, ce sont déjà les aviateurs qui ont sauvé le pays, si j'ose dire ainsi. Vous vous rappelez à quoi ressemblent les Farman et autres Blériot de l'époque, Ce sont des biplans en toile, c'est-à-dire qu'ils ont deux ailes superposées. Le pilote est à l'air libre, dans une sorte de nacelle qui est généralement à deux places et qui permet donc d'embarquer un observateur pour la reconnaissance ou un artilleur pour le bombardement, ou mieux, un mitrailleur pour les combats entre avions, combats qui vont tourner peu à peu au combat singulier entre pilotes. Mais ça encore, c'est une innovation. C'est Brocard, le futur patron de Guinmer, qui en juillet 1915 se met à tirer sur un pilote allemand avec sa carabine Winchester, et à partir de là, tout le monde va vouloir en faire autant, mais au départ, évidemment, les avions n'étaient pas prévus pour ça. Cela dit, la chasse aérienne sur avion monoplace ne deviendra vraiment une discipline à part entière qu'avec le tir synchronisé, donc le tir à travers l'hélice. Ça, c'est la révolution majeure dans la technique de combat, parce qu'à ce moment-là, le pilote peut attaquer son adversaire dans l'axe avec une commande de tir qui est liée au manche à balai, et les balles passent à travers l'hélice. C'est une invention française du reste, mais qui, comme c'est souvent le cas, a été appliquée d'abord par les Allemands. Et ça, automatiquement, c'est le début d'une grande époque où le combat singulier entre des pilotes virtuoses, on va les appeler les as, devient l'emblème, devient le symbole de l'affrontement franco-allemand. Ces duels à mort ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les combats de l'ancienne chevalerie. Et d'ailleurs, on va voir renaître dans les rangs de cette aviation de combat des principes et des comportements qu'il faut bien qualifier de chevaleresques. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au début de l'aviation, plus précisément au combat entre pilotes, Franck. Alors j'évoquais cette dimension chevaleresque des duels aériens de 1914-1918. Ça me rappelle un témoignage qui figure dans les extraordinaires archives orales du service historique de la Défense. C'était l'ancien service historique de l'armée de l'air, où j'ai eu l'honneur d'officier pendant quelques années, qui avait recueilli ce témoignage de l'acteur André Luguet, qui avait fait partie des as de la Grande Guerre et qui racontait cette anecdote donc d'un pilote allemand qui, ayant perdu un gant au-dessus des lignes française pendant un duel serré, était repassé le lendemain au même endroit pour lâcher l'autre gant accompagné de sa carte sur laquelle il avait écrit « Au pilote français qui aura trouvé ma main droite ». Il faut bien se dire que les avions rois de la chasse aérienne,
à l'époque le Spad 13 côté français et le Fokker D7 notamment côté allemand, ces chasseurs-là n'ont vu le jour qu'à la toute fin de la guerre, pendant les dernières semaines du conflit. Ils n'existaient pas durant toute la majeure partie de la Grande Guerre. D'ailleurs, l'armée de l'air elle-même en tant que telle n'existe pas à cette époque. Elle ne sera instituée qu'en 1928. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, les pilotes sont des volontaires détachés des autres armes, ce qui veut dire qu'il y a pêle-mêle des fantassins, des cavaliers, des artilleurs, des dragons, etc. D'où un mélange très pittoresque d'uniformes, d'ailleurs souvent revus et corrigés par le tempérament individualiste des pilotes, qui songeaient surtout à mettre en valeur les rubans colorés des décorations qui ornaient leur vareuse. Il y avait là, il y avait un côté un peu folklore dans les revues d'armes sur les terrains d'aviation de l'époque. Alors, côté français, le grand pilote, évidemment, c'est Guynemer. On n'a pas idée de ce que pouvait être la popularité d'un Guynemer à l'époque. Chacune de ses victoires est vécue par des foules comme un signe du destin. Chacun de ses accidents fait frissonner la France entière par presse interposée. Or, il arrive que l'affrontement se passe mal. Vous savez que Guynemer en tout va tomber 7 fois, seulement à 7 reprises, il se relève. Un beau jour, après avoir abattu un Fokker en seulement quelques minutes, il s'aperçoit que son propre appareil est touché. Il a juste le temps d'aller se poser en catastrophe dans les lignes alliées. L'atterrissage est héroïque, l'avion se dresse, se tord, se brise, l'empennage demeure dressé à la verticale au-dessus d'une carlingue écrasée, mais Guynemer s'en sort une fois de plus. Tout de même, il n'est pas indemne, il a été heurté entre les épaules, un de ses genoux s'est cogné contre des appareils embarqués. Bref, le pilote est bon pour la civière. Oui, mais ça, c'était compté sans les soldats français qui, sortis de leurs tranchées, affluent dans sa direction. Quelqu'un a eu le malheur de crier « C'est Guynemer !» Et aussitôt, c'est le rush. Tout le monde veut le voir, veut l'entendre, le toucher. Le général du secteur se déplace lui-même. « Est-il vrai que vous soyez Guynemer ?»« Oui, mon général, seulement on sonne le rassemblement. » Le général entend passer ses troupes en revue aux côtés du héros national. Mais Guynemer ne tient même pas debout. Il est là qui souffre, il boitille. « C'est que, mon général, je suis blessé. » Le général ne veut rien savoir. « Vous vous appuierez sur moi, lance-t-il. » Guynemer se concentre, il rassemble ses forces, et voilà que devant lui se fige maintenant dans un garde-à-vous, impeccable, tous ses poilus, épuisés, sales, mal rasés, mais si fiers soudain de le voir en chair et en os. Ils entonnent une marseillaise poignante, un hymne des profondeurs. Alors Guynemer retrouve en lui ce sursaut d'énergie qui dans les combats aériens a si souvent fait la différence. Il se redresse, il lâche le bras du général et c'est d'un pas presque normal comme porté qu'il passe les troupes en revue sans broncher. Alors Louis Castex, qui avait bien connu Guynemer, racontait sa première rencontre avec le grand as français à une époque où lui-même n'était encore qu'un débutant. Il la racontait avec des frissons et des trémolos dans la voix. Il me demande, raconte-t-il, sur quel appareil j'avais appris à piloter. « Je viens d'être breveté sur Farman et je le pilote les yeux fixés sur le compteur, répondis-je timidement. Qu'avais-je dit ? Je vis alors un Guynemer transfiguré, violent. On sent son avion, comme un cavalier sent son cheval. On fait corps avec lui, et c'est avec ses jambes qu'on doit piloter. J'ai horreur de tous ces instruments de contrôle. Mon Spad, moi, je le sens avec mes fesses. » Et Guynemer accompagnait sa démonstration, nous dit Louis Castex, de nombreuses claques sur toutes les parties de son individu qu'il évoquait. Cependant, son visage était devenu grave. Son front s'était ridé. Il paraissait plus que ses 22 ans. Son regard aigu aurait eu quelque chose de terrifiant, mais j'étais heureux. J'avais devant moi, pour moi tout seul, celui que tous les aviateurs souhaitaient rencontrer, que la France entière chérissait, que l'ennemi redoutait. Dans l'entre-deux-guerres, l'assaillement Oudette devait confier à Fonck un souvenir de guerre qui laisse entendre que Guynemer s'était en quelque sorte humanisé peu à peu dans les combats et qu'il avait lui-même adopté des mœurs plus chevaleresques. Au cours d'un duel terrible avec Guynemer, Oudette a pris conscience non seulement de la supériorité du Spad français sur son propre Albatros, mais aussi tout simplement de la supériorité de Guynemer sur lui. Or, tout à coup, sa mitrailleuse s'enraye et il voit que Guynemer s'en est aperçu. L'Allemand se dit qu'il est un homme mort, le Spad de Guynemer se rapproche seulement là, au lieu de tirer et de le descendre, l'avion de Guynemer passe au-dessus et vient juste lui raser la tête. Puis au dernier moment, il fait un petit signe sec
un salut en fait, et s'éloigne pour disparaître, lui laissant la vie sauve. Jusqu'à la fin de ses jours, le grand pilote allemand ne pouvait raconter cet épisode sans avoir les yeux baignés de larmes. Le 11 septembre 1917, c'est un mardi à 8h25, le SPAD 13 de Guynemer décolle. Il est avec Boson, Gaillard, Rizaché et Marty. Boson sera le dernier à le voir à 9h25 agiter les ailes au-dessus du village de Peulh-Capelle. Et à partir de là, c'est le fameux mystère Guynemer. Le 27 septembre seulement, la Gazette des Ardennes, qui est un journal allemand publié en français, annonce qu'un aviateur français s'est écrasé le 11 à 10h, à 700 mètres au nord-ouest du cimetière de Peulh-Capelle. On publie sa carte d'identité et c'est bien celle de Georges Guynemer. Le cadavre et l'avion ont été perdus dans la bataille et, ajoute le communiqué de cette presse allemande en français, les aviateurs allemands regrettent de n'avoir pu rendre les honneurs au vaillant adversaire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Blériot, Guynemer, vous l'avez compris, les pionniers, les as de l'aviation sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, avec Franck Ferrand bien entendu. Guynemer est une légende, mais contrairement à l'idée reçue, il n'est pas le plus grand as français pour le nombre de victoires lors de cette Première Guerre mondiale. Ce titre revient en vérité à René Fonck, 127 victoires dont 75 homologuées, presque autant de victoires que de combats, sans avoir reçu une balle sur son fuselage. C'est dire l'habileté incroyable de ce René Fonck, son adresse presque diabolique, et qui a fait évidemment sa réputation immédiatement, non seulement dans les lignes alliées, mais du côté allemand aussi. Il a 20 ans en 1914, ce jeune Lorrain, lorsqu'il est affecté au premier groupe d'aviation. Il a d'abord été versé dans une escadrille de reconnaissance installée dans les Vosges, ce qui le place tout près de chez ses parents. Il effectue là des missions de photographie, de réglage de tir d'artillerie, etc. Et c'est ce qui le met évidemment en contact avec l'ennemi. Le 23 août 1915, il raconte: le lieutenant Ramazzotti, que j'avais emmené comme observateur, abattit à bout portant le passager ennemi. Ce fut pour moi une véritable ivresse et un réconfort singulier de voir l'appareil plonger brusquement dans ses lignes. J'apercevais la victime, agitée encore des derniers soubresauts de l'agonie, tandis que le pilote, sentant passer la mort, accélérait sa descente. Voyez quand même le caractère de prédateur du personnage, de cet étonnant aviateur. Alors bientôt, il est muté lui aussi au fameux groupe des cigognes et il devient très vite, parmi ces cigognes, le meilleur chasseur de l'unité. Il faut dire qu'il a des réflexes qui ont l'air quasiment surhumains. Le 9 mai 1918, un petit peu avant 16h, il décolle en compagnie du capitaine Battle et du lieutenant Fontaine. Et les voilà qui aperçoivent bientôt une patrouille allemande, composée donc d'un avion de reconnaissance accompagné de 2 biplaces. Fonck donne le signal et de face, il envoie une première rafale qui atteint le pilote de reconnaissance de l'avion principal à la tête. À ce moment-là, Fonck s'écarte, il fait un retournement, une glissade et le voilà sous l'aile d'un des 2 biplaces. Il ouvre le feu et de 2, ça fait 2 avions abattus. Et au moment où le 3e allait échapper à ses équipiers, Fonck le prend en chasse, il arrive à le rejoindre, il est derrière lui, il tire et il abat son 3e appareil. Les préludes de Franz Liszt sur Europe 1 et nous sommes toujours en pleine bataille aérienne avec le pilote Fonck.
Fonck se pose, il s'approvisionne en essence et en munitions, et le voilà de nouveau en l'air à 5h30. Moins d'une heure plus tard, il aperçoit un appareil allemand au-dessus de Montdidier, à moitié caché dans la brume, cet appareil. Fonck néanmoins le rejoint, lui fonce dessus, et par-delà le nuage, au moment où ils sortent de la nuée, de la brume, il se retrouve à 30 mètres de l'avion, et là, première rafale, et il atteint l'observateur de l'appareil. À ce moment-là, 4 Fokker apparaissent, bientôt suivis de 5 Albatros, ce qui veut dire que Fonck, qui a perdu ses équipiers à ce moment-là, se retrouve à seul contre 9. Quoi faire dans ces conditions? Généralement, on essaie de s'échapper comme on peut, mais non, lui, il attaque. Le Spad fond sur les Fokker à 240 km/h. Il parvient à toucher l'un d'eux d'une première rafale. Les Albatros, à ce moment-là, virent vers lui. Fonck se faufile au milieu de leur patrouille et il abat leur leader. Il en touchera 2 autres et, profitant de l'espèce de confusion qui s'est instaurée du côté des ennemis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on les comprend tout à fait, il en profite pour rompre le combat. À 20h, les 6 victoires du pilote sont homologuées. Vous imaginez les ovations qu'il reçoit au bar des Cigognes, au bar de l'Escadrille. Mais hélas, un matin, la vraie guerre survint. Leurs rires se figèrent et leurs traits se crispèrent. Sous le ciel tout en feu, quel combat valeureux! Les avions qui flambaient, les balles qui fauchaient. Au bar de l'Escadrille, fini les rires et les drieux, on comptait les absents, tombés si crânement. Une immense douleur leur déchirait le cœur. Les filles étaient moins belles et moins fortes leurs ailes. Ce fut le calme enfin et puis le grand chagrin. Les carlingues blessées, les ailes transpercées. On pleure les amis, à tout jamais partis. Au bar de l'Escadrille, Marie-Josée sur Europe 1, puisque Franck rend aujourd'hui hommage aux pionniers de l'aviation. Alors évidemment, les collègues, les camarades de Fonck sont très admiratifs pour les exploits qu'il accumule, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être un peu jaloux. Cette adresse tellement insolente ne plaît pas à tout le monde, et d'autant plus que Fonck a une personnalité assez particulière et singulière. Au physique, c'est un homme assez petit, trapu, toujours très élégant, qui arrive à mélanger, dans une attitude souvent ambiguë, beaucoup de hardiesse, mais pas mal de réflexion. Et puis de la gentillesse aussi, mais qui se drape toujours dans une sorte d'orgueil. Il y a quelque chose d'un peu raide dans le personnage. Et puis, disons-le, tout à fait honnêtement, Fonck n'est pas eu la chance. En tout cas, n'est pas mort en vol. Il n'est pas mort à la guerre. Il a survécu, et d'ailleurs très longtemps. Il vivra jusqu'en 1953. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le fait qu'il ait travaillé pour le maréchal Pétain, évidemment, lui a fait énormément d'ennemis. Ce qui fait que cet as des as de la Première Guerre mondiale, ce grand héros, a vu son image quelque peu ternie avec le temps. Nous allons essayer de redresser un peu les choses cet après-midi. Alors, il ne faudrait pas croire du reste qu'il s'en est tenu à ce sextuple exploit, c'est très dur à dire ça, à ces 6 exploits dans une même journée. Le 14 août 1918, il descend de nouveau 3 avions ennemis en moins de 10 secondes. Et le 28 septembre, on arrive vraiment à la fin de la guerre, de nouveau, une sextuple victoire, c'est tout à fait incroyable. On peut dire qu'à ce moment-là, Fonck est devenu l'as des as français, le véritable alter ego du baron rouge, Manfred von Richthofen. L'allemand, le français, nous dit Patrick de Gmelin dans la biographie croisée qu'il leur consacre. L'aristocrate prussien est le fils d'un ouvrier forestier. Richthofen tué au combat en 1918, Fonck disparu seulement en 1953. Le baron rouge, encore célèbre dans le monde entier, films, livres, mémoriaux, cérémonies, et René Fonck, presque totalement oublié. Tous les opposent, nous dit Patrick de Gmelin, et tous les rapprochent. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. – 13h30, 14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Axel May, vous en parlez lors du flash d'information. C'est effectivement aujourd'hui l'ouverture du 49e Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris-Le Bourget. L'occasion pour Franck Ferrand de s'intéresser à l'aviation en général. J'ai donc entre les mains ce numéro hors série de juillet-août, dossier spécial de Capital sur l'aviation et la conquête spatiale. Et nous sommes en compagnie de Caroline Michel, qui travaille donc dans cette rédaction de Capital. Et vous êtes spécialiste, vous, justement, des transports et de l'aviation ? Oui, entre autres, oui. Et vous avez donc consacré de nombreuses pages à la conquête spatiale. On en a parlé récemment à propos de l'anniversaire du vol de Gagarine, évidemment, les 50 ans. Vous parlez beaucoup d'aviation moderne, mais il y a aussi un certain nombre de pages consacrées au début de l'aviation, aux pionniers, et notamment, alors là quand même, il faut tout de suite rectifier ça, et c'est pour ça que j'attaque là-dessus, vous faites des frères Wright les inventeurs de l'aviation. On a l'impression que Clément Ader a disparu. Vous êtes injuste, on le cite au début de l'article, on dit que, voilà, que Clément Ader a été le premier. En plus, c'est presque pas un hasard, mais une anecdote de l'histoire, dans le sens où avant la Première Guerre mondiale et pour longtemps, l'aviation se passe essentiellement en Europe et en particulier en France, et que c'est une époque d'ingénieurs, d'inventeurs, de bricoleurs. D'ailleurs, c'est un peu les géos trouvent tout. Hein. C'est exactement, c'est les professeurs tournesol. Ils travaillent dans les chemins de fer. Clément Ader, bon, vous le savez, il a inventé le combiné, donc cette espèce d'appareil où il y a le micro et puis l'écouteur. Les toutes premières inventions de Clément Ader ne manquent pas d'un certain esprit d'invention quand même. Hein. Il a des espèces de grandes ailes de chauve-souris, enfin tout ça. Ça ressemble pas du tout, faut être honnête. Clément Ader a peut-être décollé de quelques centimètres, mais ça ne ressemble pas du tout aux avions modernes, alors que les frères Wright, dont on publie la photo, proche, c'est un biplan et ça ressemble. Mais avec une rampe quand même. Avec une rampe, donc c'est pour ça que Santos Dumont après dira non, en fait c'est moi, parce que lui a vraiment décollé. Mais c'est vrai que jusqu'à la Première Guerre mondiale, on est dans une époque de record, c'est-à-dire que de jour en jour, ils se lancent des défis et on décolle de 50 mètres, puis de 100 mètres avec un passager, deux passagers, on met des enfants et des adolescents pour que ce soit plus léger. Et ça devient véritablement une industrie produite en masse pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut bien des crédits pour faire ça, et avant il n'y en a pas. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale que les Blériot, les Latécoère se mettent à produire en masse des avions qui trouveront ensuite leur utilité dans l'aviation civile. Mais on a un peu l'impression depuis, je sais pas, une dizaine d'années, c'est subjectif ce que je dis, mais on a un peu l'impression que ces pères fondateurs, que ces grands inventeurs qui ont été justement les Blériot, etc., et les Breguet bien sûr, sont passés au deuxième plan, et que notamment, puisque c'est en ce moment le salon du Bourget, parlons-en, pour les avionneurs actuels, c'est vraiment de l'histoire très ancienne, on n'en parle plus. Ils sont extrêmement tournés vers l'avenir. Oui, c'est ça. Moi, je ne serais pas aussi... si on a oublié les noms, j'ai quand même l'impression qu'on vit un peu la même épopée. Faut d'abord réaliser que le premier décollage, c'est 1890, c'est hier, c'est 120 ans. Et depuis, moi, j'ai regardé un peu les chiffres, mais ça va à une vitesse incroyable. Et on est toujours dans la même quête, c'est-à-dire qu'on est quand même passé des avions en bois aux avions en métal pour que ce soit plus léger, plus aérodynamique. Et maintenant, de nouvelles... Et aujourd'hui, on passe du métal au composite. Les nouveaux avions 787 et la 350 ont la même recherche de légèreté, de consommer moins, etc. Et puis, c'est dans l'actualité. Le Solar Impulse, j'ai l'impression de vivre encore les pionniers. Il a quand même mis 16 heures pour faire Paris-Bruxelles. C'est quand même... on est dans la même démarche. C'est-à-dire, il part, on ne sait pas s'il arrive. J'ai eu la chance. En fait, c'est une industrie qui vit une innovation perpétuelle. Alors, elle est extrêmement tournée vers l'avenir et pas tellement vers le passé. Il y a une vingtaine d'années, j'ai enregistré les souvenirs d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Renard, qui avait 101 ou 102 ans, qui avait d'ailleurs une mémoire absolument intacte et qui avait fait partie de ces enfants qu'à ici les Moulineaux, on faisait allonger dans l'herbe, vous savez, pour voir si les engins décollaient. Ou pas, alors, quand un engin décollait, il levait la main comme ça, il signalait que l'avion si on peut dire, l'aéroplane avait un peu décollé. Alors Patrick de Gmelin, revenons à nos héros, parce que si on parle moins des avionneurs, on continue de parler quand même d'un certain nombre de très grands pilotes. Évidemment Saint-Exupéry qui s'arroge à lui seul à peu près la moitié de la notoriété
étaient disponibles, et puis quand même des gens comme Mermoz ou comme Guilmer, dont je viens de retracer quelques exploits. Oui, d'ailleurs, c'est rapidement. caractéristique. Vous avez parlé de Guilmer. Guilmer, on en parle tout le temps, dès qu'on parle de 14-18. Parce qu'il est mort dans des circonstances énigmatiques. Tombé parce en que plein ciel de gloire, etc. C'est le Charles Péguy désert. Voilà. Et on parlait tellement de Guilmer qu'on oublie fatalement, ou on a beaucoup oublié les autres, tous les autres. Oui, tous les Il y en a quand même un certain nombre. Les as, citez-nous quelques as de ce Alors, grand je conflit. vais évidemment dire Fonck, mais il y en a qu'on connaît peu. Qui connaît Phleps, qui connaît... ben voilà, vous me demandez de citer des noms, et évidemment, je suis dans la position du type dans la rue, je suis incapable. Bon, il y a quand même Ningesser. Oui. Bon, Ningesser, on pourra en parler beaucoup, d'autant plus que Guilmer, Ningesser, Fonck, 3 personnalités totalement différentes. Guilmer, l'archange. Ningesser, le joyeux viveur, qui ne rate pas une occasion de faire des choses grandioses. Faire des farces. Et Fonck, le type froid. Honnêtement, je suis son dernier biographe, il y en aura peut-être 32 derrière, mais on ne vit pas un roman d'amour avec lui en écrivant sa vie. Hein. On n'a pas envie d'en faire un bon copain. Et d'autant plus qu'il vit vieux et longtemps, lui. Il vit vieux, longtemps, même pendant la période de la guerre. Ce n'est pas un homme qui attire naturellement la sympathie. On n'a pas franchement envie d'aller dégager avec lui, d'aller s'amuser, ce que faisaient la plupart des as, ou au moins des pilotes sans être des as. Fonck, c'est un homme froid, c'est presque un ingénieur. D'ailleurs, par la suite, il le sera d'une certaine manière, même s'il n'avait pas les diplômes qui faisaient de lui officiellement un ingénieur. Mais c'est un homme froid, calculateur. C'est d'ailleurs aussi pourquoi il était un as, il a abattu beaucoup d'adversaires. Mais il n'attire pas naturellement la sympathie. Alors, je vais peut-être choquer beaucoup de gens en disant ça, mais quand on compare effectivement à l'archange de Guilmer, qui savait aussi s'amuser... Oui, c'est plus amusant à raconter, Guilmer. Voilà. Tout de suite, la preuve, vous voyez, c'est ce que j'ai fait moi-même. Quelquefois, c'est plus que sportif. Voilà, bien sûr. Fonck, non. Et c'est aussi une des raisons, il y en a d'autres, qui font qu'il a sombré peu à peu dans l'oubli. Quand vous dites qu'il y en a d'autres, il y a évidemment la période de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, qui a mais été ça beaucoup c'est autre chose, plus tard, hein, bien sûr. Ça c'est autre chose, mais il ne faut pas oublier qu'en 14-18, on dit ces fous volants sur leur drôle de machine. En fait, c'est la période un petit peu avant, vous le savez, parce que vous êtes comme moi un grand spécialiste de ce genre de choses. Mais 14-18, il y a peu de pilotes dans l'absolu. Quelques milliers, c'est-à-dire pas grand-chose, tout pays confondu. En 39-45, l'aviation est devenue une arme, avec des dizaines de milliers de pilotes, et ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a plus, même le côté chevaleresque que vous avez évoqué tout à l'heure, existe moins. Il existe encore chez certains. Il se dissipe peu à peu. Il se dissipe pour des quantités de raisons. Ce générique d'Europe Stop, car je souhaitais faire un petit point concernant le jeu. Alors notre monsieur Europe Stop, Stéphane Gabard, se trouve actuellement à Bar-le-Duc. Effectivement, il a fait déjà gagner des auditeurs ce matin. Mais si vous n'êtes pas en Lorraine, n'hésitez pas quand même à nous appeler au standard d'Europe 1. C'est le 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Ou envoyez le mot jeu au singulier par SMS au 7 39 21. 50 centimes d'euros plus le coût d'un SMS. Il y a des cadeaux à gagner, aussi de l'argent. Je bafouille, mais c'est lundi, c'est normal. De l'argent jusqu'à 5 000 euros. Bonne chance à tous. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Donc en compagnie de Patrick de Gmelin, qui est historien militaire, bien entendu, qui a publié un grand nombre d'ouvrages, j'ai envie de dire de bons ouvrages, et qui fait paraître en ce moment Baron Rouge et Cigogne Blanche aux presses de la Cité. La Cigogne Blanche, c'est le fameux René Fonck, et le Baron Rouge, c'est ce Manfred von Richthofen sur lequel nous allons venir dans un instant. Juste un mot, Caroline Michel, vous me disiez que ce numéro spécial de Capital, ce dossier spécial sur l'aviation et la conquête spatiale, qui est effectivement daté de juillet-août 2011, est déjà en kiosque depuis quelques jours. Oui, on peut le trouver déjà depuis la semaine dernière, mercredi. Bon, alors, précipitez-vous, attendez 14h30 et précipitez-vous aussitôt sur vos kiosques, sur votre kiosque le plus proche. Donc René Fonck, vous nous dites, Patrick de Gmelin, a une personnalité un peu en demi-teinte, oui, tout à fait. Mais alors un as hors du commun, disposant de facultés, je disais tout à l'heure, qui ont l'air quasiment surhumaines. Hein. Il a une réactivité, des réflexes. Et puis notamment une chose qui paraît essentielle, un coup d'œil hallucinant. Il est capable, à des milliers de mètres, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres, de distinguer ce qui peut apparaître comme un minuscule point et qui est en fait un avion. Et il repère très vite s'il s'agit d'un avion ennemi ou pas.
Et ça, c'est très utile pour lui et pour ses camarades français, mais c'est très dangereux pour l'Allemand qui arrive en face, qui n'imagine pas une seconde qu'il va être opéré. Et ça, c'est une des qualités essentielles, j'allais dire physico-techniques de Fonck. Il a une autre qualité, une redoutable adresse au tir. Redoutable adresse. Il y a toujours c'est un tireur instinctif, c'est incroyable. Généralement, la première rafale est la bonne. Hein, ah oui, et puis alors une économie de balles extraordinaire. En 3, 4, 5, 6... 8, quand vraiment des choses vont mal. Il y a évidemment la question des homologations, c'est-à-dire que par définition, dans les combats aériens, il y a les victoires qui peuvent être prouvées, donc qui sont homologuées, et puis celles qui ne valent que par la parole du pilote. D'où, même pas, parce que d'où la très grande différence entre les victoires homologuées, c'est-à-dire celles qui ont été constatées, donc se passant en deçà des lignes, donc dans les lignes françaises. On a vu tomber plusieurs témoins, bon bref, il n'y a aucun problème, ou presque aucun problème. Mais il y a celles qui ont été remportées sur un adversaire au-delà de la ligne de front, c'est-à-dire généralement chez l'Allemand, où là, il n'y a personne. Il y a la parole de Fonck, et ça, à l'époque, ça ne compte pas. C'est-à-dire que, et ça c'est très amusant, dans les mémoires de Fonck, il a publié à la fin ses victoires homologuées, et à côté, un tableau véritable des victoires revendiqué. Donc ce n'est pas simplement j'ai remporté X victoires de plus, il donne le lieu, il donne la date, tous les éléments, il donne l'heure. C'est-à-dire que lui, avec sa précision naturelle, il sait parfaitement ce qu'il a fait, mais le commandement français de l'arme aérienne, qui n'est pas encore une arme à l'époque, ne le reconnaît pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai prétendu, j'attends la contestation, que Fonck est sans doute le plus grand as de toute la guerre, dépassant Richthofen. Pourquoi ? Parce que Richthofen, d'abord, il est allemand, donc de l'ordre et de la discipline. Si je revendique tant de victoires, c'est que j'ai remporté tant de victoires. Peut-être qu'il y a une ou deux victoires. Oui, de petits litiges. Bon, de litiges, c'est rien. Fonck, lui, c'est carrément, je double mes victoires. On ne peut pas imaginer qu'il se soit trompé sur le double de ses victoires. On passe de 75 à 127. C'est ça. Oui. Bon, donc moi, je considère que même s'il n'y a qu'une quinzaine de victoires en plus, il dépasse tout le monde. Donc je dis, c'est une plaidoirie, ça se plaide comme on dit, et messieurs les jurés apprécieront, mais on peut dire par le simple raisonnement cartésien qu'a priori c'est lui le plus grand as. Évidemment pas sur le papier, mais en considérant ces victoires revendiquées non homologuées, ça colle parce qu'on a affaire en face de nous à des pilotes allemands qui sont extrêmement rigoureux. Donc chez eux, il n'y a pas de doute. Oui, il y a un côté évidemment tellement plus fantasque chez Fonck, même si le personnage, encore une fois, vous nous l'avez dit, est pas fantasque du tout dans son tempérament. J'ai eu du mal pour le cahier photo à trouver un certain nombre de clichés où il est souriant. Alors le plus drôle, c'est qu'après, c'est toujours après la sortie du livre, j'ai trouvé 2 ou 3 photos de lui quand il est député, notamment une photo où il est avec sa mère et sa sœur, qui est sortie dans un journal qui n'a rien à voir avec l'aviation, où là, il éclate de rire. Malheureusement, le cahier photo était imprimé, je n'ai pas pu le mettre. Mais sinon, en tant que pilote, pendant la guerre, il y en a quelques-unes où il esquisse un sourire. Alors que Richthofen il est d'un milieu relativement modeste, en tout cas par rapport à une grande partie de ses camarades. Oui, on peut dire plus que relativement, parce qu'effectivement... Il y avait quand même une espèce de filiation entre la cavalerie et l'aviation, même si... Donc... Tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle aussi de comparer, là aussi, non seulement les deux hommes, mais leurs deux milieux originaires. La cavalerie française, comme la cavalerie allemande en 14-18, est à 80% composée d'aristocrates ou de grands bourgeois. Bon, c'est comme ça. L'infanterie, la reine des batailles, c'est tout à fait différent. Or, au bout d'un moment, si la cavalerie, dans les premiers mois de la guerre, joue son rôle de troupe d'éclairage, elle est en avant, elle va repérer l'ennemi. Au bout d'un moment, elle ne peut plus le faire et elle est remplacée par les avions. C'est la raison pour laquelle Richthofen, qui n'a jamais auparavant pensé devenir aviateur, décide de continuer son rôle de cavalier en montant dans ses petites machines et en étant aviateur, alors que Fonck, c'est le contraire. Depuis toujours, il veut être aviateur. Et Richthofen, lui, est vraiment un aristocrate. Lui, c'est un aristocrate prussien, avec tout ce que ça peut comporter. Ça n'empêche qu'il est très sympathique. Alors que l'autre, le fils de Sagard, j'ai trouvé dans le dossier de Fonck, le fonctionnaire militaire qui, dans les années 35, gérant le dossier de réserviste de Fonck, voit fils de monsieur X Fonck Sagard, et il va chercher dans le Larousse,
Ce que ça peut bien vouloir Et dire. il met sur le dossier, en datant 1932-33, la définition de sa gare, c'est-à-dire ouvrier forestier, c'est lui qui fait des planches. C'est beaucoup plus Ce qui moyen. prouve que c'est beaucoup plus modeste, et on le voit d'ailleurs. Mais en même temps, il réussit son ascension sociale, puisque député, connu partout, mais il garde une espèce de complexe d'infériorité. Alors avec tout ça, il ne nous reste pas un temps fou pour parler du non. Baron Rouge, mais on y vient, on va être d'autant plus dense sur le sujet. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et on s'intéresse à l'aviation, au début de l'aviation, même avec Franck Ferrand et ses invités sur Europe 1. On a surnommé Richthofen le Baron Rouge parce qu'il volait dans un avion en couleur de sang, Patrick de Oui, Gmelin. il avait peint son avion d'abord pour se distinguer des autres, ensuite pour que ses adversaires le repèrent, si bien qu'au bout d'un moment, on a peint toute l'escadrille en rouge parce qu'il se désignait d'autant plus. Et ça a été d'abord un albatros, car Alors c'est ça. on dit toujours Baron Rouge égale triplan. Le plus amusant, c'est qu'il a remporté ses dernières victoires sur triplan. Mais Triplan, qu'il est énorme. c'est-à-dire trois ailes. Hein, si on peut Trois dire, ailes, hein. exactement. Mais l'énorme majorité de ses victoires sont remportées sur Albatros, mais lui aussi peint en rouge, mais qui lui est un biplan. Et ce fameux triplan qui est devenu totalement Tellement mythique célèbre, mais oui. maintenant, au début, quand l'escadrille que commande, le groupe de chasse que commande Richthofen reçoit les triplans, c'est presque un appareil, comment dirais-je, que l'on expérimente, et il y a des morts, et on va le retirer pendant quelques mois avant de le reprendre. Donc ce triplan est devenu un avion mythique, mais au début, il était très dangereux. Il est tellement mythique, Caroline Michel, que dans le dossier que vous consacrez au maître de la bataille du ciel, c'est-à-dire les grands avions mythiques des différents combats, ce Fokker DR-1 de 1917, ce Fokker de Richthofen occupe une page entière. Vous nous le décrivez quasiment comme le prolongement de son pilote. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Fokker, c'est un des premiers noms de l'industrie aéronautique moderne. C'est un jeune Hollandais, Anthony Fokker, qui se trouve, on lui demande, c'est le gouvernement allemand qui lui demande de produire en série ces avions. Le fameux DR-1 dont vous parliez, il s'en est fabriqué 320 exemplaires, alors que avant-guerre, c'était quelques unités, Oui, bien quelques sûr, dizaines encore de d'exemplaires. l'artisanat, oui. Et puis après-guerre, il part s'installer aux États-Unis, où il va monter son entreprise, qui sera absorbée dans la grande lessiveuse de l'industrie aéronautique américaine, qui a abouti au quasi-monopole, aux États-Unis, de Boeing. Et ça illustre deux choses. D'une part, ça illustre l'importance de l'industrie européenne avant-guerre, et puis l'importance de l'industrie militaire qui a jeté les bases de l'aéronautique moderne. Alors si on devait le définir en quelques mots, en quelques phrases, ce Baron Rouge, quel était lui son tempérament très très différent de Fonck, c'est le moins qu'on puisse dire, Patrick de Gmelin. Oui, je crois qu'il est resté un cavalier jusqu'au bout, mais très vite, il est devenu un technicien du vol. Il avait un rôle, Fonck n'a pas joué du tout ce rôle-là, il avait un rôle psychologique extrêmement important vis-à-vis de l'Allemagne. Les Allemands ont toujours su magnifier leur héros, pour s'en servir d'ailleurs aux fins de propagande. Et Richthofen, à la moitié de sa vie, qui est assez courte, devient ce héros, et d'ailleurs il a des réactions de pilote. Lui, il veut piloter quoi qu'il arrive, y compris en désobéissant aux ordres. Et Dieu sait qu'il le fait, et on le sait très bien à haut lieu. Mais il devient un mythe vivant. On lui fait écrire ses mémoires. Et on fait tout pour que, que le mythe soit entretenu. On fait tout pour. Alors que Fonck reste beaucoup plus discret dans son coin, alors que c'est un énorme pilote, un type extraordinaire. Une héroïsation du baron von Richthofen. Complètement. Et il reste en même temps, j'allais dire, lié à tout ce qu'il représente, sa famille, son milieu, et puis il est très humain, très proche de ces hommes, alors que tous les deux ont cependant en commun quelque chose qui n'est peut-être pas très joli, mais il faut voir les choses en face. Quand ils sont en l'air, qu'ils volent et qu'ils tirent, ce sont des tueurs. Ah, des tueurs. Il ne faut absolument pas imaginer les choses, merveilleux, chevalier, pas du tout. Ils ont un type à abattre, au point que, quand l'homme est abattu, il jette à peine un regard sur lui. On découpe généralement un morceau de toile pour la salle des trophées, mais l'homme, on ne s'y intéresse pratiquement pas. Ça, c'est une chose
qu'il faut dire parce que c'est aussi la triste réalité de la guerre. Oui, ça ternit un peu la légende, mais en même Oui. temps, c'est au bénéfice de la vérité. Patrick de Gméline, Baron Rouge et Cigogne Blanche, c'est donc, comme d'habitude, aux presses de la Cité. oui. Vous avez également 30 ans que ça publié dure. aux presses de la Cité les As de la Grande Guerre, évidemment, et puis les Ailes de 1940. Alors là, c'est sur un autre conflit, évidemment. Pilote de chasse dans la bataille. On parle de Klosterman, on Bien parle de sûr. tous ces gens. Non, on ne parle pas de Klosterman parce que ça, c'est 39-40. Je viens de le recevoir, le Ça livre. ne va, Donc ça je ne l'ai pas va- ouvert encore. alors, ça ne va pas plus loin. Ce sont les héros anglais, français, allemands Ah oui, c'est vraiment sur la de campagne de cette 40. fameuse Oui, d'accord. campagne de 40 où il y a eu des trucs extraordinaires. Et puis dès maintenant, depuis quelques jours déjà, le numéro hors série, dossier spécial de Capital, l'aviation et la conquête spatiale, avec non seulement des éléments historiques, mais aussi les appareils de demain, l'avènement du tourisme spatial, qui fait rêver tellement de personnes, et puis le fameux duel Airbus-Boeing, etc. Tout ça est dans le numéro spécial de Capital. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Caroline Michel. Merci à vous. On va finir par une petite liste des as, si vous voulez, de la Grande Guerre, parce qu'on leur doit bien ça, après tout ce qu'on a dit. Donc, évidemment, Guinemer, Ningesser, Fonck, Chaput, figurez-vous, Chaput, et Madon, par Dorme, exemple. le père d'Orme. Voilà, vous voyez que ça nous revient. Et puis le fameux Brocard aussi, qui n'était pas un as au sens propre du terme, mais qui est le père de tous ces garçons.